Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast où l'on donne la parole à celles et ceux qui éclairent nos choix de société avec rigueur et humanité. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel, souvent méconnu, parfois mal interprété, le cadre légal de l'avortement au Bénin. Dans un pays où les enjeux de santé publique se heurtent encore au tabou et à la désinformation, connaître la loi, c'est aussi protéger des vies. Qu'est-ce que la législation béninoise autorise exactement en matière d'interruption volontaire de grossesse? Pour répondre à ces questions avec précision, nous avons le plaisir de recevoir Madame Florence Eniaéou, spécialiste du droit et actrice engagée pour les droits des femmes. Madame Florence, présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Florence Eniaéou, je suis juriste et je me bats pour les droits des femmes aux côtés des organisations de la société civile, notamment le réseau des femmes leaders pour le développement appelé RFLD. Alors madame, quelle est la législation actuelle au Bénin concernant l'avortement? Pour parler de la législation au Bénin en matière d'avortement, on ne pourra pas l'évoquer sans transcender les frontières du Bénin. Mais avant, je voudrais rappeler que nous avons la loi fondamentale du Bénin, c'est-à-dire la Constitution, qui quand même met un accent sur la protection de la famille, notamment la mère et l'enfant. Et c'est l'article 26 de la Constitution qui l'a dit. Ensuite, il y a eu d'autres lois qui ont accompagné cette disposition de la Constitution. Je vais parler de la loi de 2003-04 du 3 mars 2003, qui est consacrée aux droits sexuels et de reproduction de la femme, droit en santé sexuelle de la reproduction. Et plus tard, cette loi a été complétée et modifiée par la loi 2021-12 du 20 décembre 2021, c'est-à-dire très récemment, il y a moins de 5 ans. Et comme je l'ai annoncé tantôt, on ne pourra pas parler des droits, la santé sexuelle et de reproduction sans transcender les frontières du Bénin. Pour ainsi dire, nous avons le protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, encore appelé le protocole de Maputo, qui a consacré l'ensemble de cette disposition aux droits des femmes et revenu à travers l'article 14 pour spécifier les droits dont il s'agit en matière de la protection de la vie, de la reproduction de la femme. Et aussi, nous avons plusieurs autres instruments au niveau régional et international qui protègent la femme en matière de santé sexuelle et de reproduction. Avant de boucler cette question, je voudrais rappeler que la posture du réseau des femmes leaders pour le développement n'est nullement pour faire la promotion de l'avortement, mais c'est pour clarifier les différentes phases de l'avortement, les différents types d'avortement qui existent et surtout parler de l'avortement légal sur la base de la loi dont j'ai parlé tout à l'heure, la loi 2021-12 du 20 décembre 2021. Je vous remercie. Alors, selon vous, comment la loi béninoise définit-elle les conditions d'accès à l'avortement sécurisé? Je voudrais rappeler que par rapport à la législation dont j'ai parlé tout à l'heure, je voudrais rappeler que le Bénin a ratifié le protocole de Maputo depuis septembre 2005. C'est important de rappeler ça et donc de dire c'est avec légitimité que les parlementaires sont allés en 2023 pour revoir les choses et s'adapter donc aux traités et conventions que le Bénin à adopter au niveau régional. Alors, en matière donc, pour répondre à votre question, qui est de savoir comment la loi béninoise définit les conditions, je voudrais dire qu'il y a en effet des critères qu'il faut remplir avant de passer à l'acte. La loi est claire là-dessus, il n'y a pas de demi-mesure avec la loi, elle est claire. Avant de penser à avorter, il faut être une femme majeure, c'est-à-dire avoir au moins 18 ans. Sinon, ce sont les parents légaux, les personnes adultes qui représentent la jeune fille mineure devant la loi qui pourront prendre cette décision à sa place. Deuxième critère, l'âge de l'embryon ou du fœtus, si vous voulez, ne doit pas
excéder 12 semaines. Ensuite, la loi permet que l'on fasse recours à l'intervention volontaire de grossesse en cas d'inceste, en cas de viol, lorsque la jeune fille a été violée ou lorsque c'est un membre proche de sa famille qui l'a forcée et a abusé d'elle, ayant entraîné une grossesse. En cas aussi de risque pour la santé de la mère, si on pense que cette grossesse présente trop de risques pour le bien-être, pour la santé de la mère, oui, la loi permet. Et enfin, en cas de malformation de l'embryon ou du fœtus que porte la femme, c'est pourquoi il est important qu'une femme enceinte fasse des consultations prénatales pour s'assurer de la santé de son enfant, pour qu'on puisse très vite diagnostiquer s'il y a malformation et lui permettre donc de pouvoir interrompre cette grossesse à risque. Une fois encore, merci Madame Florence Eniaïou pour vos éclaircissements sur le cadre légal de l'avortement au Bénin. Selon vous, quelles sont les différences entre l'avortement légal et l'avortement clandestin au regard de la loi béninoise? Quelles sont les sanctions prévues en cas d'avortement illégal? Je voudrais rappeler que l'avortement en lui-même ne doit pas être perçu comme une contraception. On ne fait pas recours à l'avortement toutes les fois que l'on tombe enceinte lorsqu'on ne prend pas ces précautions. La loi ne le permet pas. Alors, pour répondre donc à votre question, l'avortement est dit clandestin tout simplement lorsque cet avortement est pratiqué dans des conditions illégales, c'est-à-dire pratiqué avec des outils non stérilisés dans des cadres inadéquats et surtout pratiqués par les non-spécialistes. Alors qu'on parle d'avortement légal, lorsque la femme qui tombe enceinte et qui désire, ou après constat, après consultation, ou l'une des conditions que nous avons citées tout à l'heure, se rend dans un centre de santé, un hôpital public en l'occurrence, se fait consulter et le spécialiste, après examen, parce que c'est tout un processus, ce n'est pas genre je vais m'avorter, je vais à l'hôpital et paf, c'est parti. Non, il y a des examens qui sont faits pour voir si vous remplissez réellement si effectivement le bébé est en danger. On fait toutes les analyses. Si entre-temps c'est un viol, il faut qu'au préalable, au moment du viol, le fait ait d'abord été signalé à un agent de police judiciaire qui ait constaté qu'il y a vol. Donc, par la suite, s'il y a grossesse, on pourra, sur la base du viol qui avait été signalé, on pourra donc confirmer qu'effectivement, cette grossesse est due au viol qui avait été signalé. Je voudrais donc profiter de ce cadre-là pour rappeler que les jeunes filles n'aient pas peur de dénoncer les abus dont elles sont victimes. Si tu subis un viol, peu importe la personne qui te force qui te viole, il faut dire les expressions comme cela se doit. Lorsque tu es violé, il faut que tu puisses avoir le courage d'en parler à tes parents. Et c'est pourquoi je profite aussi pour appeler les parents à dialoguer avec les enfants pour que les enfants aient suffisamment confiance pour leur dire, tiens, cher papa, cher maman, telle personne a abusé de moi. Et là, on accompagne l'enfant pour suivre les procédures définies par la loi. Et en son temps, si entre-temps ce viol produit une grossesse, bien sûr ce viol s'achève par une grossesse, on pourra dire effectivement, on avait déjà été signé. Ce serait très difficile pour la jeune fille de confirmer ou bien d'avouer que j'avais été victime d'un viol. Voilà un peu ce que je peux dire. Et l'autre chose que je voudrais ajouter, c'est que j'ai dit pour l'avortement légal, c'est pratiqué par les spécialistes dans un cadre, dans les conditions médicales neutralisées, comme indique la déontologie, le code de déontologie médicale. Mais rappelons que tout agent de la santé n'est pas systématiquement un spécialiste de l'avortement. Il y en a malheureusement qui s'adonnent et qui le font frauduleusement. Mais attention, la population doit savoir que ce n'est pas parce que telle personne qu'on connaît dans le quartier est médecin ou est agent, aide-soignant ou infirmier que systématiquement il est spécialiste pour pratiquer un avortement. Non. Pour en être sûr, il faut se rendre dans un hôpital
reconnue. Voilà un peu ce que je peux répondre. Pour donc aborder l'aspect sanction, en effet, il y a l'article 519 du Code pénal. Le Code pénal récent qui est en vigueur au Bénin date de 2018. Et je vais lire un extrait du Code qui sanctionne l'avortement lorsque c'est pratiqué dans les conditions, lorsque c'est pratiqué clandestinement. Voilà. Quiconque sans habilitation et sans qualification médicale procédera à une interruption de grossesse est puni de la réclusion criminelle à temps de 5 ans à 20 ans et d'une amende de 200 à 500 000 francs CFA. Alors même que l'interruption soit libre ou dûment sollicitée, c'est-à-dire que la personne prend l'engagement ou bien décide d'aller le faire, bien que ce soit une personne qui décide d'aller vers toi. Tant que toi, tu n'es pas spécialiste et que tu le fais, la peine sera double lorsque l'interruption, quoique volontaire, est tentée ou accomplie dans un lieu inapproprié et non autorisé par le ministère en charge de la santé. Donc, pour dire que même si la jeune femme vient voir quelqu'un, tant que ce n'est pas dans le cadre légal, dans le cadre médical, dans un hôpital et prescrit par un médecin, autorisé, je veux dire, par un médecin, tout agent qui serait impliqué dans de tels actes d'avortement clandestin sera doublement puni. On a dit tantôt pour la jeune fille qui accepte de le faire, c'est de 5 ans à 20 ans. Maintenant, pour un agent, la peine, elle est double. Pour illustrer ce point, selon vous, Madame Florence Enyayou, la loi béninoise prévoit-elle des exceptions ou des circonstances atténuantes concernant l'avortement? Je pense que dans ce que nous avons vu tout à l'heure, les exceptions ou les circonstances atténuantes, nous l'avons déjà évoqué lorsqu'on parlait des conditions ou des critères. Malgré les exceptions, une interruption volontaire de grossesse doit se faire dans un hôpital par les spécialistes pour éviter tout risque, toute complication et des éventuelles séquelles que ça pourrait laisser. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque l'avortement est pratiqué, déjà même tout avec l'avortement, il n'y a pas de risque zéro. Bien que ce soit dans le cadre médical, il n'y a pas de risque zéro. Sauf que lorsque c'est médicalisé, c'est fait par les spécialistes, il y a moins de risques pour la mère que lorsque c'est fait clandestinement. Et parmi les risques lorsque vous faites un avortement clandestin, c'est l'hémorragie interne, c'est la destruction de l'utérus ou peut-être même la mort de la jeune femme qui s'adonne à ça. Donc, parmi les exceptions, nous l'avons dit, c'est en cas d'inceste, de viol, de risque de santé sur la mère et en cas de malformation. Toutefois, la loi permet qu'une femme qui a déjà normalement le nombre d'enfants qu'elle veut, elle désire, la loi permet que cette femme dise attention, j'avais déjà fini l'accouchement, j'ai fini le nombre d'enfants que je veux, j'en ai même plus que ça, mais cette fois-ci, franchement, c'est une erreur. Tu peux le faire, mais désormais, à partir de cet instant, tu dois prendre des dispositions. Le planning familial est là pour accompagner les femmes, pour contrôler le nombre de naissances. L'avortement ne peut être perçu comme une contraception pour mettre fin à une grossesse à chaque fois. Non. Donc, voilà ce que je peux dire. Je pense avoir évoqué aussi le cas de la malformation du fœtus. Ça fait partie des exceptions prévues par la loi. Après ces exceptions ou les circonstances atténuantes concernant l'avortement, quels sont les droits des femmes enceintes au Bénin en matière de santé reproductive, y compris le droit à l'information et à la prise de décision concernant leur grossesse? C'est tout un droit pléthorique et il faut que nous trouvions ces moments-là pour sensibiliser le plus de femmes possible. Je vais parler qu'en général, au Bénin, en tout cas, les droits en matière de santé sexuelle et de reproduction des femmes enceintes sont protégés par la loi et ça inclut l'accès aux soins, les soins prénatales, les soins après, pendant l'accouchement et aussi après l'accouchement. Donc, nous pouvons aussi parler des conditions spécifiques pour que la femme soit informée.
Nous avons le droit, par exemple, d'exercer un contrôle sur leur fertilité. Les femmes peuvent prendre l'initiative de savoir est-ce que je suis fertile, est-ce que j'ai le taux d'ovocytes nécessaire qu'il faut, est-ce que je pourrais éventuellement conserver. Parce que, bon, aujourd'hui, la technologie a évolué. Est-ce que je pourrais conserver mes ovocytes parce que je souffre peut-être d'endométriose, le temps de traiter la maladie, je reviens chercher mes ovocytes que j'ai congelés et puis après, je reprends ma vie de femme normale donc et aller aux naissances. Il y a le droit aussi de décider de leur maternité, le nombre d'enfants. Je pense qu'on a parlé tout à l'heure de ça, du nombre d'enfants et de l'espacement des naissances. À ce niveau, je pense que la loi veut mettre l'accent sur le fait que ce n'est pas à l'homme, le sexe mâle, de décider le nombre d'enfants. C'est la femme, parce que c'est la femme qui subit en fait la grossesse. Si elle pense qu'elle peut aller jusqu'à 6 et qu'elle n'a aucun problème de santé par rapport à ça, oui. Maintenant, si elle finit les 6, que l'homme ne la force pas à aller à 8 ou à 10 par exemple, il faut qu'elle soit en mesure de dire, franchement, moi j'ai fini le nombre d'enfants que je veux et donc il n'y a pas de grossesse forcée en fait. Il ne faut pas forcer la femme. Voilà. Il faut qu'elle puisse avoir le droit de décider dans ces cas-là. Le libre choix aussi des méthodes de contraception. Et la femme va en consultation, elle échange avec le médecin, elle discute avec le médecin et elle dit, bon, ok, moi je voudrais telle méthode. Qu'on ne la force pas par exemple à faire... il y a plusieurs méthodes de contraception, mais c'est à elle de décider, après les analyses de son corps, le type de contraception qu'elle veut. Il y a le droit de se protéger, d'être protégé contre les infections sexuellement transmissibles. Là, il faut qu'on comprenne que la femme doit être vraiment protégée. Si l'infection vient de son partenaire, il faut que la femme soit informée et qu'elle puisse se voir protégée, je vais dire. Il y a également le droit d'être informée de l'état de santé, que ce soit d'elle-même, son état de santé. Parfois, tu vas à l'hôpital et on te consulte, on te fait la consultation et tout, mais on ne te dit rien en fait. On te donne juste une ordonnance, voilà, fais ci et prends les médicaments. On doit pouvoir te faire asseoir et t'expliquer tout ce qu'il va. C'est pareil aussi, tu dois être informé de l'état de santé de ton partenaire de vie, de couple. Et là, il faut parler de tout, y compris les infections dont souffre chacun des membres de ce couple-là. Même si c'est le sida, il faut vraiment clarifier les choses pour qu'on sache dans quel marigot on nage, comme on le dit dans l'une des langues de chez nous. Et là aussi, je voudrais aborder, il y a le droit à l'éducation sur la planification familiale. Je pense qu'au Bénin, le moyen le plus courant utilisé, c'est dans les centres dans les maternelles, dans les maternités, pardon, j'allais dire, dans les maternités. Mais avant d'aller à la maternité, il faut avoir commencé l'accouchement, c'est-à-dire il faut avoir commencé la procréation. Alors que l'information devait être généralisée pour les jeunes filles qui n'ont pas encore commencé la maternité, mais qui auraient commencé une vie sexuelle. Il faut sensibiliser pour qu'elles sachent quoi faire, quoi ne pas faire. Donc, pour parler des soins avant la naissance, c'est-à-dire la femme, lorsqu'elle se rend compte qu'elle est enceinte, elle doit suivre des soins. Donc, elle a le droit de se faire suivre et d'être informée de l'évolution de son bien-être et de l'enfant jusqu'à terme. Au cours de l'accouchement aussi, elle a le droit d'être soignée par les professionnels, les spécialistes de la santé en reproduction. Et enfin, après l'accouchement aussi, elle a le droit d'être informée sur son état, l'état de l'enfant, tout ce qui touche à l'accouchement, les soins post-natal, néonatal si vous voulez. Après aussi, il faut aborder le droit à l'avortement. Ça fait partie des droits en santé sexuelle et de la reproduction. Abordons aussi l'aspect, le droit de travail. Lorsque c'est une femme qui travaille, elle a droit au congé de maternité. Et pour finir, parce que je pense que je suis un peu longue à ce niveau-là, pour terminer, je vais parler de la protection contre les violences. Moi, je l'ai classé parmi les droits en santé sexuelle de la reproduction parce que malheureusement, il y a des femmes qui se font violenter dans leur couple, avec leur partenaire, alors qu'elles ne sont pas informées, elles ne savent pas vers qui aller.
Pour terminer vraiment, pour de vrai, sur cette question-là, il est important de noter que les droits en santé sexuelle et de la reproduction sont des droits fondamentaux qui doivent être respectés et promus pour garantir la santé et le bien-être de toutes les personnes, y compris les femmes enceintes. Je vous remercie. Selon vous, Madame Florence, le consentement parental ou celui du conjoint est-il requis pour une femme mineure ou mariée souhaitant avorter au Bénin? Si oui, quelles sont les implications de cette exigence? Alors, merci. Je vois que vous revenez sur cette question. C'est important qu'on clarifie les choses par rapport à la minorité, la majorité. Par rapport à la majorité, lorsqu'une femme est majeure, elle dispose de son corps. Ça, il n'y a pas de débat. Elle dispose de son corps. Donc, elle est en droit de décider si oui ou non elle veut faire recours à l'avortement. Mais attention, il faut qu'elle remplisse d'abord les conditions. On l'a dit tout à l'heure, l'avortement n'est pas une méthode de contraception. Par contre, lorsque c'est une femme mineure, elle n'a aucun droit d'aller voir aucun spécialiste qui il soit pour prétendre avorter. Le spécialiste ne pourra pas faire avorter une jeune fille mineure. Et ce sont les parents légaux. Ça peut être les parents biologiques ou les tuteurs qui prendront cette décision à la place. En cas de contestation, et s'ils ne s'entendent pas, c'est le procureur de la République qui statue sous 8 heures, c'est-à-dire en moins de 8 jours. On évalue la situation et puis il tranche, voilà, et il donne des directives à suivre dans ce cas. Merci, Madame Florence Eniaou, pour vos éclaircissements sur l'avortement sécurisé. Alors, existe-t-il des obstacles juridiques ou administratifs qui entravent l'accès effectif à l'avortement légal au Bénin? À ma connaissance, il n'y en a pas. Pas d'obstacles juridiques ou administratifs. Le plus important, c'est que les conditions prévues par la loi soient réunies. Les critères définis par la loi doivent être respectés. Alors oui, la procédure peut être enclenchée. Je ne sais pas s'il faut encore rappeler, et on a été clair, il faut que la jeune femme, bien la femme qui désire se faire avorter, remplisse les conditions. Il faut qu'on sache dans quelles conditions elle est tombée enceinte. Si par malheur c'est un viol, il faut que le viol ait été signalé en amont. On apporte la preuve et oui, on pourra dire. Oui, sinon, elle va subir dans sa communauté la stigmatisation et ce n'est nullement ce que l'État désire pour ses concitoyens. Je vous remercie. Quels sont selon vous les enjeux actuels concernant la législation sur l'avortement au Bénin? Y a-t-il des débats ou des propositions de réforme en cours? Pour ma part, l'État a fait un effort qu'il faut reconnaître, mais la dernière démarche reste la prise d'un décret d'application qui n'est toujours pas encore disponible. Comme je l'ai dit tantôt, la loi a été adoptée en 2021 la loi a été votée en 2021 par l'Assemblée nationale béninoise et promulguée par le président de la République, mais on attend toujours le décret d'application qui doit suivre et préciser les conditions d'application, les modalités d'application de cette loi-là. C'est le seul enjeu, à mon avis. C'est le moment aussi de faire un plaidoyer à l'endroit du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, le ministère de la Santé et de tout autre acteur impliqué dans la santé sexuelle de reproduction afin d'œuvrer pour la prise de ce décret pour alléger les peines des femmes parlant de santé sexuelle et de reproduction de la femme. Merci. Madame Florence Eniaou, comment la criminalisation de l'avortement, même partiel, affecte-t-elle la santé publique et les droits humains des femmes au Bénin? Je dirais que nous ne sommes plus à ce stade au Bénin. On parle de la criminalisation de l'avortement, même si c'est partiel. Je ne pense pas que nous soyons dans le cas au Bénin, justement parce que l'avortement est désormais décriminalisé au Bénin. En tout cas, jusqu'à 12 semaines de grossesse. Lorsque la femme en question remplit toutes les conditions fixées par l'article
17, alinéa 1er de la loi portant droits sexuels et de reproduction en République du Bénin. Je pense qu'on a déjà évoqué les aspects concernés, dans quel cas faire recours. Donc, nous ne sommes vraiment plus dans le cas de la criminalisation. Par contre, je voudrais évoquer, même si ce n'est pas le cas du Bénin, les pays dans lesquels l'avortement est perçu comme un crime, ou on peut encore parler de criminalisation de l'avortement. Dans ces pays-là, malheureusement, ces jeunes filles qui portent des grossesses non désirées, les grossesses à risque, les grossesses, je vais dire, issues d'un viol, elles sont à vie stigmatisées de leur communauté. Parfois même, elles se donnent la mort parce que le poids, c'est trop pesant, le poids est pesant sur elles. Et je prends le cas d'une jeune fille qui a été violée. Dans le pays, il est interdit d'avorter. Pourtant, elle est victime de viol qui malheureusement a entraîné une grossesse, mais la loi interdit dans ce pays-là de se faire avorter. Vous voulez, ça dit, comment est-ce que vous voulez que la société elle-même qui juge les femmes qui se font violer et dont les enfants sont issus du viol, c'est cette même société qui l'a violée. Et on empêche d'enlever cet enfant qui serait un enfant de la honte, un enfant non désiré. En tout cas, tous les critères indésirables possibles qui vont avec, on lui interdit. C'est comme si la société te flagelle et t'interdit de pleurer. Donc, le fardeau est très pesant sur ces femmes-là. Et parfois, moi, j'ai eu un exemple de jeune fille qui porte une grossesse. C'est une jeune fille majeure qui porte une grossesse. Elle était dans une relation plus ou moins sérieuse, on va dire. Mais malheureusement, lors des consultations, on s'est rendu compte que le bébé a des malformations. Dans nos communautés, on sait un peu comment ça se passe. Ce qu'on appelle la malformation. Bon, dans l'une des langues locales du Bénin, les gens l'appellent torossou. Mais c'est une malformation, c'est-à-dire le fœtus à un moment donné a subi des malformations. Et donc, cette grossesse, la loi permet de l'ôter, d'interrompre l'évolution de cette grossesse-là. Lorsque la décision a été prise et la jeune fille était d'accord, malheureusement, le partenaire ou bien, en tout cas, l'homme avec qui la fille, je dit non, quel que soit l'état de la grossesse dans ma famille, quand tu viens, on n'avorte pas, machin. La fille, c'était tellement pesant, mais comment veux-tu que je sois mère d'un enfant malformé dont j'ai connaissance? Elle s'est donné la mort. Donc, c'est des cas de figure que nous avons. Et je pense que dans tous les cas, la criminalisation de l'avortement, c'est comme une sanction, c'est comme une punition à l'endroit de la femme lorsque elle se retrouve dans ces cas-là que la loi a prévu. Je pense que c'est l'occasion pour ces pays-là de revoir leur position afin d'assurer aux femmes un avenir meilleur et surtout épanoui. Selon vous, Madame Florence Ndiaye, quelles sont les obligations de l'État béninois en matière de garantie de l'accès à l'avortement sécurisé en vertu des traités en conventions internationaux relatifs aux droits des femmes et à la santé? Je pense que tout État a l'obligation de respecter et de faire respecter les traités et les conventions internationaux dont il est parti, c'est-à-dire lorsque l'État, il y a une expression juridique pour désigner la ratification. Voilà, lorsque un État ratifie un traité ou une convention internationale, cet État a l'obligation de le ou la respecter. Alors, pour le cas du Bénin et en matière de traité ou de convention au niveau régional, je pense que le Bénin a joué en partie sa partition. Ce n'est pas encore complète, mais c'est déjà un effort parce que le Bénin déjà fait partie des pays qui ont ratifié le protocole de Maputo. Et on l'a dit tantôt, c'est l'article 14 qui met l'accent sur les différentes phases, les critères, les conditions et les droits des femmes en matière de santé sexuelle et de la reproduction. Donc, le Bénin, en ratifiant, déjà fait un pas. Puis, il y a une loi interne
la loi 2021-12 du 20 décembre 2021 qui revient là-dessus préciser que effectivement voilà les conditions, c'est 12 semaines, c'est pas peu, c'est quand même 3 mois de grossesse, c'est pas rien. Donc c'est un effort. Il faut donc saluer cet effort-là et plaider pour la prise du décret d'application dont j'ai parlé tout à l'heure. Et je pense qu'on aura tout gagné, on aura fait un grand pas dans ce sens-là. Merci, Madame Florence Niaïou, pour vos éclaircissements donnés sur le cadre de l'avortement au Bénin. Alors, comment la sensibilisation et l'éducation juridique peuvent-elles aider les femmes au Bénin à mieux comprendre leurs droits en matière d'avortement et à y accéder en toute sécurité? Merci infiniment pour cette question et j'estime que c'est la démarche que mène actuellement le RFLD, le réseau des femmes leaders pour le développement, que je salue au passage pour ses efforts dans la promotion des droits des femmes, dans la lutte contre les droits, la lutte contre la violation des droits des femmes. Alors, les sensibilisations de masse, et je pense que le travail doit se faire, pour répondre à votre question, bien sûr, le travail doit se faire par les sensibilisations de masse à travers les moyens conventionnels. Et c'est déjà un pas que nous soyons ici, mais je pense que ce ne serait pas suffisant. Ça reste encore parce que les moyens du RFLD sont limités. On ne pourra pas couvrir l'ensemble du territoire national. Donc, nous appelons d'autres organisations à faire comme le RFLD, afin que plus de femmes soient sensibilisées. Je voudrais également lancer un appel à l'endroit des partenaires au développement, des partenaires techniques et financiers, à ne pas hésiter à accompagner les organisations afin que les femmes, parce que dans nos contrées, beaucoup sont les femmes qui ignorent leurs droits, beaucoup sont les femmes qui sont encore dans un noir total, qui ne savent pas vraiment c'est quoi mes droits, de quoi est-ce que je devrais bénéficier. Donc c'est important qu'on puisse continuer la sensibilisation pour atteindre le nombre de femmes possible. Merci. Madame Florence Niaïou, nous tendons tout doucement vers la fin de notre podcast. Alors, quel est le message essentiel que les auditeurs devraient retenir concernant le cadre légal de l'avortement au Bénin et les enjeux qui y sont liés? Je pense que la parole est vraiment libre et du fond de mon cœur, je voudrais que les auditeurs, les auditrices et même les internautes, toutes les personnes qui auront l'occasion de tomber sur ce podcast, sur toute cette partie-là, retiennent qu'il existe une loi au Bénin consacrée aux droits en santé sexuelle et de la reproduction, y compris le recours à l'avortement à pratiquer dans les conditions légales et selon les conditions bien sûr définies par les différentes lois en la matière. Que le non-respect de ces conditions expose les auteurs à des peines graves. Et je voudrais en appeler à la conscience des jeunes qui ne sont pas encore prêts à assurer les charges parentales, de prendre des dispositions, de faire recours plutôt au planning familial plutôt que à l'avortement, plutôt que de forcer la jeune fille à aller se faire avorter, qu'il y a des sanctions qui sont prévues et ce sont des peines lourdes. L'avortement clandestin tue. Le RFLD, à travers ma voix, dit non aux avortements clandestins. Il faut se faire consulter, il faut aller vers les centres de santé publics ou en tout cas agréés dans le cadre-là pour se faire orienter, conseiller. Et pour avoir plus de renseignements, je voudrais inviter les uns et les autres à s'approcher des centres de santé pour leur prodiguer encore plus de conseils. Je voudrais profiter de votre micro pour remercier infiniment le réseau des femmes leaders pour le développement de l'FLD pour tout le travail abattu, pour tout le travail qui est fait pour le bien-être de la famille. Parce que quand on parle de femme, la femme, c'est la mère de l'humanité. La femme, c'est la mère de la famille parce que c'est elle qui est mère de garçons et de filles. Merci infiniment pour tous les efforts et les projets, les initiatives à l'endroit de ces femmes-là. Je voudrais
vraiment pour terminer, dire un grand merci aux partenaires de ce projet. Le partenaire financier de ce projet, Amplify Change, merci infiniment. Et pour définir peut-être Amplify Change en français, c'est amplifier le changement. Merci pour votre accompagnement financier pour la réalisation de ces activités qui déjà nous montrent les retours positifs à travers les différents moyens que nous avons. Je vous remercie. Merci à Madame Florence Enyayewu pour son expertise et sa clarté. Et merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, de prendre le temps d'écouter, de réfléchir et de diffuser une information juste et responsable. Si ce podcast vous a éclairé, n'hésitez pas à le partager. Parce que connaître la loi, c'est un pas de plus vers l'autonomie, la justice et la dignité. À très bientôt pour un nouvel épisode.